Bonjour et bienvenue dans un carnet de guerre consacré au Kintor, deuxième partie du Tactica. On va parler de la marine, des inclassables, bref, de ce genre de choses. Et on commence immédiatement avec le capitaine Scorbut. Scorbut qui est un des Kintor les plus emblématiques, je pense, justement des Kintor. Avec son côté vraiment pirate, on a le chapeau, on a la redingote, le crochet, on a le pistolet, il lui manque juste la jambe de bois. Et on aura la totale. Et du coup, le capitaine Scorbut pour 100 pièces d'or, Constit 5, dextérité 4, force 4, mental 4, 5 de mouvement, 28 PA, 8 PA, 28 PV, la redingote 0, 4, -1, le crochet qui fait 5 dégâts qui provoque le poison, le pistolet à 2 coups, cadence 2, 4 dégâts perce armure, portée 5, 8, 2 tirs simultanés sur le même ennemi, c'est 3 PA, entrave 5 dégâts. Toutes les défenses adverses coûtent 2 PA de plus jusqu'à la fin de l'activation avec sa botte. Et il a du viatique comme équipement. Il fait partie de ces de ces Kintor qui sont sortis au début. Et donc du coup ils étaient équipés de viatique automatiquement, ce qui est assez cool. Un profil très stable, 5, 4, 4, 4, c'est basique. Enfin, c'est basique, c'est très stable. Pour 100 pièces d'or, c'est un bon profil. Il a 8 PA, ce qui en fait quand même un adversaire assez redoutable. 28 PV, il encaisse bien. Il a une bonne constit. Il a aussi une armure qui est... On dirait pas comme ça, mais l'armure, elle est vraiment bien parce que elle a 6 points de vie et vous enlevez un dégât sur 4 ou plus. Donc c'est vraiment pas mal comme armure. Il y a bien pire. Le crochet, 5 dégâts, donc les dégâts fixes, moi j'aime bien. Provoque l'effet poison, c'est tout bénef. Le pistolet à 2 coups, eh bien c'est un perce armure. Donc en face, si vous avez du Birgus ou du Rotuma, vous pouvez aisément venir à bout de leur armure sans trop vous prendre la tête. Donc ça c'est vraiment bien. En plus il tire vraiment pas trop mal. Il a la capacité de tirer 2 tirs simultanés, ce que beaucoup n'ont pas. Et surtout ça lui coûte moins cher. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est dommage qu'elle n'ait pas reprise plus souvent. La botte, l'entrave, 5 dégâts. Toutes les défenses coûtent 2 PA de plus. C'est une botte qui est plutôt violente, puisque au final, qui tape normalement à force x2 ou qui fasse sa botte, il démarre à 8 de base. Et surtout, une fois que c'est passé, les défenses de l'adversaire coûtent 2 PA de plus. Donc, c'est-à-dire que même la défense classique, elle coûtera 2 PA, donc s'il n'a plus de PA, il peut pas défendre. Ensuite, je vous parle même pas de passer un contre ou une esquive, ça devient vraiment compliqué. Non, j'aime vraiment beaucoup ce que le capitaine a apporté, et puis le viatique, comme on en a parlé, c'est intéressant. Mais avant de poursuivre sur Scorbut, il a une carte stratégique qui lui est réservée. C'est topographie, avant la première activation. Scorbut peut placer jusqu'à 3 couverts supplémentaires d'une brasse de côté dans la moitié de terrain, réservé au capitaine Scorbut, ça coûte 11 pièces d'or. C'est une carte tactique qui est extrêmement intéressante, puisque vous avez la possibilité, du coup, en fonction de la table, ça va pas être utile sur toutes les tables, il y a des tables qui sont extrêmement chargées, du coup vous aurez du mal à placer vos 3 couverts. Mais par contre, vous avez la possibilité de placer des couverts d'une brasse de côté, pour vous permettre à votre bande d'avancer face à l'ennemi en évitant, ou en tout cas en diminuant l'impact que peut avoir des tirs sur vos Kintor, ou alors en cachant un objectif fragile ou un Kintor un peu plus frêle. Enfin bref, c'est vraiment très intéressant. Moi j'aime beaucoup cette carte de stratégie. On peut se dire, ouais mais elle est chère, mais 11 pièces d'or pour placer 3 couverts soi-même de manière stratégique, c'est pas si cher que ça et c'est très intéressant. Après le problème c'est si vous jouez en 400 points, et bien vous avez 50 points d'objet. Ça vous en bouffe quand même un 5e. Donc attention. Donc le capitaine Scorbut, une figurine que j'aime énormément quand je l'ai sur la table de jeu. Je sais qu'il faudrait que je fasse gaffe parce que le crochet avec le poison, je dirais gratos en fait. Le poison va pas coûter de points supplémentaires. Ça va vraiment embêter les gens parce que l'effet du poison, même si c'est qu'un petit -1, c'est toujours -1 sur les caracs. Donc ça va vraiment être embêtant. Il n'a pas d'arme de corps à corps à part son crochet. Notez également qu'il n'a qu'une seule main. Le crochet ne compte pas comme une main. Donc attention, si vous voulez utiliser des armes à 2 mains, ça ne marche pas. Ou si vous voulez utiliser des choses qui ont qui nécessitent 2 mains. Vous pouvez pas, il a un crochet, c'est pas une main.
Que dire de plus? Bah, c'est une figurine que j'aime bien. Il se bat dans la catégorie des 100 pièces d'or chez Ekintor, et il y a foison. Ça faut pas l'oublier. Entre Pablo, entre Vasco qu'on a vu la dernière fois, même Bruto, il y a de la concurrence à ce niveau-là, mais il sort son épine du lot parce que justement il a les capacités stratégiques intéressantes. Vous pouvez vraiment en faire un personnage hyper intéressant sans pour autant être votre chef, c'est-à-dire que vous pouvez le jouer plus agressif. Il va quand même arriver, si vous le perdez en soi, bah voilà, mais c'est pas votre chef, donc les bonus liés au moral ne sont pas pris en compte ou autre. Non, c'est vraiment un Ekintor que j'aime beaucoup. Au niveau des objets qu'on pourrait lui rajouter, les potions restent toujours envisageable, hein. Une potion de force pour mieux taper, une potion de dex pour mieux tirer, une potion de consti s'il faut vraiment qu'il encaisse en round parce qu'il est perdu. Je pense qu'une potion de constitution c'est pas complètement idiot, vu que du coup il aurait une consti de 6, ça lui permettrait de tenir un peu le choc. Une potion dont je parle assez peu en fait, c'est la potion d'éther, parce que la potion d'éther permet de ne plus avoir d'interaction avec le jeu. Les potions d'éther, on les garde principalement, enfin elles ont beaucoup d'effets sur des personnages comme le coupe jarret chez les mercenaires, parce que du coup il peut passer sa botte, se cacher, etc. Ça marche très bien avec des glass cannon, c'est vraiment très utile. J'en ai pas parlé, mais par exemple avec Vasco, je pense qu'une potion d'éther c'est pas complètement idiot. Vous bourrez un maximum avec l'attaque, ça peut aussi valoir pour Scorbut, hein. Vous bourrez un maximum avec les attaques, les bots, etc. Ensuite vous prenez la potion d'éther pour être safe durant le tour, et vous recommencez votre activation, vous réapparaissez, vous rebourrez une fois, tout en gardant des PA pour bouger ou vous désengager. Enfin, ça peut vraiment valoir la peine. La potion d'éther, c'est une potion, c'est vrai, je n'en parle pas beaucoup, mais elle est utilisable. Son fonctionnement est presque toujours identique, hein, donc du coup, voilà, je l'ai expliqué là. Vous bourrez, vous buvez la potion, ça vous laisse un tour tranquille. Malheureusement, après, vous avez plus accès si vous portiez des choses, vous les lâchez, si vous aviez un objectif, vous le tenez plus, etc. Mais ensuite vous réapparaissez, vous pouvez être fit et faire ce que vous voulez. À savoir aussi que le capitaine Scorbut, ça j'en parle aussi très peu, a une compétence spéciale s'il devient amiral de flotte, Dixit le livre saison 2. Je vous laisserai aller regarder ce qu'il fait. Mais c'est un personnage qui est intéressant, c'est un personnage que j'aime bien personnellement. Je trouve qu'il est polyvalent, il a ce qu'il faut. Pour 100 pièces d'or, je trouve qu'il vaut clairement son prix. Autre objet qu'on pourrait lui mettre, ouais, même pas. Je sais pas, un filet, pourquoi pas. Changer ses armes, ça va devenir compliqué vu que il a pas de main. Alors du coup, si vous voulez utiliser une autre arme que le pistolet, il va devoir rengainer à chaque fois et dégainer, ça va être un peu chiant. Du coup, on garde le crochet qui fait poison, 5 dégâts, c'est tout à fait correct. Le pistolet à 2 coups, moi j'aime bien ce pistolet, je pense pas que je l'enlèverais, je vois pas pourquoi je mettrais autre chose à la place. Non, il se suffit à lui-même comme ça et il est très bien. Voilà, j'ai beaucoup digressé sur le capitaine Scorbut, mais je pense que il est très bien. C'est une très très bonne figurine. Moi j'aime beaucoup. On va passer à El Commodore. Alors El Commodore, c'est le craquage dans le sens inverse. Je vais m'expliquer en le détaillant. Mais voilà, il coûte 120 pièces d'or, ce qu'il met en compétition avec Valdez et je vais y arriver, et Kyros, entre autres. Mais pour 120 pièces d'or, concite 4, dextérité 5, force 4, mental 6, 5 de mouvement, 9 PA, 28 PV, épée de duel, 1 des 5 plus 2 dégâts, sur une réussite critique, et le Commodore regagne 1 PA. Le pistolet d'apparat, cadence 3, 5 dégâts, portée 4-7, ne peut pas être rechargé. Il a une botte au tir qui est à bout portant, 5 dégâts. Et le Commodore peut tirer au corps à corps. Et Stratégore, le Commodore permet à toute sa bande d'utiliser son mental lors d'un jet de morale. On a également sa coiffe. S'il porte son chapeau, El Commodore ignore la première blessure qu'il subit lors de chaque partie. En mode campagne, s'il est amiral de votre flotte, il ignore les dégâts causés sur son navire par le premier tir d'artillerie à chaque phase d'abordage. Alors pourquoi je dis que c'est un craquage dans le sens inverse ? C'est parce que concrètement, El Commodore, il vaut clairement pas 120 pièces d'or. Je suis désolé.
Il a pas un profil de 120 pièces d'or, Consti 4, Force 4. Alors ok, il a une bonne dextérité pour un Kintor, ça c'est sûr. Il a un excellent mental, ça c'est... Je dis pas. Il a un bon mouvement, il a 9 PA, ce qui était pas forcément courant au moment où il est sorti, donc c'était quand même un personnage important. 28 PV, mais après le reste c'est clairement pas ce qui va lui permettre de survivre, quoi. L'épée de duel, 1d5 plus de dégâts. Alors bon, bah ça fait entre 3 et 7 dégâts, pourquoi pas. Une réussite critique, il regagne 1 PA. Oui, mais bon, voilà. Le pistolet d'apparat qui va pouvoir tirer 3 fois et il ne peut pas être rechargé. C'est même pas qu'il a pas assez de munitions, c'est qu'il peut pas être rechargé. C'est-à-dire que même si vous lui mettez les billes et la poudre là, il peut pas être rechargé. Donc le pistolet d'apparat pour moi il est pas utile. Clairement une arme, je pense qu'il est nécessaire de changer si vous voulez jouer le Commodore. L'ennui c'est que ça va augmenter son coût. À bout portant 5 dégâts, ok, il peut tirer au corps à corps, pourquoi pas, c'est ok, il n'y a pas de problème avec cette botte là. Stratégore, le Commodore et toute sa bande d'utiliser son mental lors d'un jet de morale. C'est très bien, hein, il a un mental qui est clairement très intéressant pour les Kintor, vu que ça va passer les Kintor à peu près 10 et plus dans pour chaque jet de morale. Mais voilà, sa coiffe est intéressante parce que ça ignore la première blessure. Seulement, bon, soyons honnêtes, il va prendre 12 pièces d'or pour ignorer la première blessure. Ça peut être bien si en face vous voyez le gars qui fait bon bah voilà, je vais te faire un méga tir de fou, ou alors voilà, ou n'importe quoi. Mais imaginez que, sachant que vous avez la coiffe, le mec va pas forcément... la première blessure c'est 1 point de dégâts aussi, hein, c'est... Voilà, et ça le fait monter à 132 pièces d'or. Son seul réel intérêt est qu'il donne son mental de 6 au Kintor. Mais si vous avez un Torquemada sur la table, si vous avez un Kyros sur la table, si vous avez... c'est lequel qui a des bonus encore? Il y a Vasco qui a... c'est Vasco? Ouais, c'est Vasco qui a des bonus pour justement utiliser le mental du leader. Ça vaut pas 120 pièces d'or. Il est très clairement trop cher. La figurine est hyper stylée, le concept est vraiment très très cool. Il a une excellente dextérité et un excellent mental. Oui, mental. Donc pour certains objectifs, ça va être très très bon. Ça, je nie absolument pas que c'est un personnage intéressant dans le sens où il a des caractéristiques. Ses caractéristiques les plus fortes sont les caractéristiques souvent les plus faibles chez les autres Kintor, et du coup pour compenser il est là, et je pense que c'est justement ça qui fait que son coût est aussi cher, c'est que pour avoir ça on va devoir payer, parce que sinon ce serait carrément abusé, carrément craqué. Mais de mon point de vue en jeu, El Commodore, il vaut clairement pas 120 pièces d'or. Si en plus il faut lui changer son pistolet d'apparat parce que on a envie d'en faire un tireur et de profiter plus que 3 fois de sa dextérité de 5, ben du coup on va le changer. Il a pas de bonus en défense. Du coup, à part son chapeau qui lui enlève la première blessure, mais c'est bien sans pour autant être suffisant pour lui sauver la peau. Il a une constite qui est limitée à 4. Voilà, les 4 de concite pour un Kintor, c'est les petits Kintor, quoi. C'est vraiment les tout petits. Je veux dire, le mousse à 4, on va le voir après. J'ai pas souvenir d'un Kintor qui a moins 4 en constitution. C'est la partie basse de la constitution. Et pour un leader qui vaut 120 pièces d'or, c'est trop peu. Je dis pas qu'il faut qu'il ait 116, mais c'est, à mon avis, c'est trop peu. Il a pas d'armure non plus pour encaisser les coups, donc ça veut dire que si vous voulez le rendre résistant, il va falloir encore rajouter une armure. Moi, je pense très clairement que El Commodore, il pêche parce que il va pas rester en vie très longtemps, quoi. 28 PV, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour le maintenir en vie toute une partie. Donc voilà, autant j'aime le concept, j'aime l'idée, j'aime le côté Commodore justement, le mec avec la perruque blanche, le chapeau, il est beau, il est fort, il est respecté. Enfin, vous imaginez Pirates des Caraïbes un petit peu. Je pense que vous avez pas trop de problème là-dessus. Mais autant il y a des trucs qui sont archi craqués et très très forts, autant là, pour moi, c'est le craquage inverse. Et du coup, on le voit jamais, ou vraiment très peu. Il y a quelques listes avec le Commodore. D'ailleurs, en parlant
de ces listes-là. Mettez-les dans les commentaires si vous les avez ou si vous voyez une utilité à votre Commodore. Si vous voulez partager pour le Tactica 3, n'hésitez pas à mettre une liste avec le Commodore. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il est vraiment trop cher pour ce qu'il fait. Et même sa capacité de soutien, elle vaut pas 120 pièces d'or. Ça me semble un peu abusé. Donc, du coup, voilà le Commodore figurine qui, malheureusement, malgré un concept intéressant, ne suit pas, ou en tout cas n'est pas sur les tables de jeu assez souvent, parce que clairement à côté il y a des mecs comme Valdez et Kiros, qui eux vont apporter du punch, eux vont apporter des trucs que la plupart des joueurs vont avoir envie de jouer, et du coup El Commodore est un peu laissé en retrait. On va passer à la plus belle détruite, c'est-à-dire Graziella, 74 pièces d'or, Constitue 4, Dextérité 4, Force 4, Mental 4, 5 de mouvement, ça c'est basique, PA 8, 23 PV, Rapière 4 dégâts, Pistolet de poche 1 PA, Cadence 2, 3 dégâts, Portée 4, 6, Galanterie, c'est sa spéciale. Les adversaires masculins doivent dépenser 1 PA lors de tests de désengagement de Graziella, sinon elle n'a pas de test à faire. Et Graziella est évidemment fournie avec jupon et chapeau. Sous le charme, ses adversaires masculins n'osent pas lui donner le coup fatal. Lorsque Graziella passe sous la barre des 10 PV, les attaquants masculins doivent réussir un test de morale avant de pouvoir frapper ou tirer. En mode campagne, Graziella est protégée par ses jupons. Si un coup fatal lui est porté, elle jette un dé sur 6+, elle reste à 1 PV, quels que soient les dégâts qu'elle aurait dû subir. 12 pièces d'or. Et du coup, Graziella, en fait, c'est un personnage que j'ai trouvé très sympa quand il est sorti. Déjà, au niveau de la figurine, j'aime beaucoup le concept. Elle va très bien avec le Commodore, avec les chapeaux, les machins. Au niveau du visuel, c'est très joli à regarder. Un profil qui est extrêmement basique, 4 partout, on se prend pas la tête. 8 PA, c'est bien, 23 PV, c'est un peu peu, mais c'est pas complètement dénué de sens. La rapière, 4 dégâts. Ça ce sera comme Viticonde également, donc la rapière reste une arme efficace sans pour autant être archi craquée, mais 4 dégâts fixes c'est très bien. Le pistolet de poche que j'aime énormément, 1 PA pour tirer, il y a 2 de cadence, 3 dégâts par tir, portée 4-6, moi c'est le petit Derringer de tir, mais surtout ce qui est intéressant c'est le 1 PA pour tirer, et ça c'est très bien parce que elle a 8 PA, donc elle peut quand même taper plus tirer. Non, le pistolet de poche est vraiment une bonne arme. Et surtout, ça fait très dame, en fait. On va pas lui mettre un tromblon. Mais vraiment, le petit pistolet, c'est cool. La galanterie, qui est une compétence que je trouve intéressante. Puisque vous devez dépenser des PA pour vous désengager. Enfin, les ennemis qui veulent retenir Graziella doivent dépenser des PA. Donc, s'ils ont tout claqué, c'est tant pis pour eux, elle peut se barrer. Et si c'est pas le cas, vous allez amputer leur potentiel de réaction quand vous allez jouer Graziella. Donc s'il leur reste 2 PA, vous vous désengagez. S'il veut pas que vous désengagiez, vous allez lui faire payer 1 PA. Si vous arrivez à vous désengager ou pas, après il pourra plus esquiver vu qu'il lui restera qu'un PA. C'est une compétence qui est très intéressante à jouer. Parce qu'elle peut avoir plus d'impact que ce qu'on peut lire au premier abord, il faut la jouer stratégiquement. Il faut un peu réfléchir quand vous allez la jouer, justement, est-ce que ça vaut la peine de faire un désengagement, de tenter le désengagement, qui vous coûte quand même 2 PA à vous, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Tout en sachant que vous allez peut-être le rater, mais l'autre ne va peut-être pas le faire, du coup vous pouvez quand même partir, ça vous évite un corps à corps qui est peut-être un peu tendu. Ensuite vous pouvez tirer, enfin il y a plein de choses à faire. Graziella est un personnage hyper intéressant, moi j'aime beaucoup. Sous le charme comment on va dire ça, alors en campagne c'est très cool puisque ça lui permet de rester en vie, ce qui est clairement pas dégueulasse. Si vous avez beaucoup de bol, elle est increvable, hein, que ça soit clair. Si vous jouez en tournoi ou en partie hors campagne, les adversaires masculins, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est un avantage. Il y a de plus en plus de personnages féminins. Mais en attendant, c'est quand même les masculins qui priment. Ils doivent réussir un test de morale pour pouvoir frapper ou tirer. Ça peut vous sauver les miches sans pour autant être automatique. Du coup, moi, j'aime bien jouer Graziella avec parce que vous aurez 12 pièces d'or de plus qui ne la rend pas forcément hyper chère.
tout en sachant que ça lui fera 86 pièces d'or. Donc c'est pas complètement inutile pour lui sauver les fesses, surtout avec sa capacité de désengagement après pour pouvoir se barrer d'un corps à corps qu'elle sentirait pas. Elle a un bon mouvement, son profil est basique, on va pas revenir dessus, il est très stable, elle fera tout avec 8, donc du coup, pourquoi pas. Donc elle peut être intéressante dans certains scénarios où vous n'avez pas forcément les points pour prendre une autre figurine, malgré le fait qu'en mercenaire, vous ayez justement pour compenser chez les Kintors des gens qui ont beaucoup de dextérité ou un mental un peu plus élevé. Si vous prenez par exemple Mae avec la dextérité, elle reviendra moins cher que Gradiella. Mais je connais des extrémistes qui ne veulent jouer que Kintor sans mercenaire, et du coup, voilà. Gradiella est intéressante. C'est dommage qu'on ne la voit pas plus sur les tables de jeu, mais je pense qu'elle souffre un petit peu, justement, de son coût un peu faible, et du fait que de son profil un peu faible pour son coût, parce que n'oublions pas que avec les jupons, enfin avec le Soul Charm, elle est un tout petit peu moins chère qu'un Visgonte qui, lui, aura peut-être plus d'impact et plus de punch. De même que pour son coup avec les jupons, vous pouvez engager 2 mousses. Donc il y a des choix stratégiques à faire, et je comprends que Graziella ne soit pas en tête de liste quand vous avez besoin de prendre quelque chose. Mais c'est une figurine qui est hyper intéressante. Vous pouvez également lui remplacer son arme. Vous pouvez lui remplacer la rapière par une autre arme de corps à corps, bien que ce soit pas forcément ce qui est de plus utile. Moi j'aime le pistolet de poche, mais je comprends que vous puissiez avoir envie de le changer aussi. N'oubliez pas que ça augmente le coût. Après, avec ses capacités à se désengager et avec la capacité à rester en vie, ou en tout cas à avoir un peu plus de vie, pourquoi ne pas en faire la soigneuse de votre groupe? Soigneuse entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de viatique par exemple. Vous pourriez lui mettre un viatique, vous pourriez lui mettre 2 cataplasmes, vous pourriez lui mettre des potions qu'elle irait distribuer, vous pouvez lui mettre divers objets. Donc c'est pas complètement inutile, mais c'est vrai que pour ce genre d'utilité, il y a d'autres Kintors qui sont plus intéressants. Donc voilà, El Commodore et Gradiella ont le look vraiment stylé. Moi j'aime énormément les deux, mais ils sont pas en tête de liste parce que souvent les gens préfèrent autre chose. Il y a mieux pour ce qu'ils pourraient faire, et je comprends le choix. Au niveau des objets que vous pouvez lui donner à elle, la racine de Mandragore si vous voulez éviter qu'elle pète un câble, même si elle a 8 de morale, on n'est jamais trop prudent. Peut-être un filet, c'est pas une mauvaise lanceuse du tout, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore comme objet? Les potions, c'est classique. Il n'y a pas d'objet particulièrement important. Une armure, pourquoi pas aussi, puisque elle ne possède pas d'armure, ça pourrait lui permettre de rester en vie un peu plus longtemps, mais ça augmenterait toujours son coût. Donc voilà, Gradiella, c'est intéressant, mais je pense que le coût d'une Gradiella équipée et utilisée comme les Kintors s'utilisent, c'est pas une phrase que j'ai... Quand je l'ai dit, j'ai pas aimé la phrase, mais disons, les Kintors c'est quand même plutôt bourrin, enfin c'est quand même plutôt agressif, bourrin. Du coup, une Gradiella équipée pour faire du bourrin, c'est pas tout à fait ça. Ça va coûter beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il pourrait y avoir avec d'autres Kintors. Si vous avez des idées de liste avec Gradiella, n'hésitez pas. Hein. Je pense que les idées de liste avec Gradiella, ça va être principalement le Commodore Gradiella 2 mousses. Je pense que partir là-dessus, ça peut être intéressant. Ça peut être une liste complètement originale, et du coup, ça peut surprendre votre adversaire, mais maintenant, à voir comment vous le jouez. On va passer justement à ce fameux mousse. Alors le mousse, c'est un petit peu aussi un extraterrestre chez les Kintors. Limitation 2, 39 pièces d'or. Déjà c'est le plus cheap de tous les Kintors. Consti 4, dextérité 3, force 3, mental 3, 4 de mouvement, 8 PA, 24 PV, arme. Le mousse n'est pas spécialisé, il peut choisir une arme dans les annexes du livre de règles pour un coût de moins 5 PO, minimum 5 PO. Si c'est une arme de tir, il la recharge pour 3 PA. Le Commodore lui apporte plus 2 en bonus de soutien au lieu de plus 1. Et c'est là où on voit l'intérêt justement d'avoir le Commodore, mais c'est seulement si vous jouez des mousses. Et seulement si vous êtes en soutien avec eux. Donc c'est encore un peu plus limite. Alors le mousse, il est clairement très très intéressant. Il n'est pas craqué, mais il est très intéressant. Pourquoi il est très intéressant? Premièrement parce que pour 40 pièces d'or, vous avez un petit Kintor qui peut rentrer dans n'importe quel compo. Ça, vous pouvez l'utiliser. Ses stats sont
tout à fait correct pour un Kintor à 39 pièces d'or. Il a 8 PA, c'est bien pour un Kintor à 39 pièces d'or. La plupart des figurines qui sont autour de ce coup-là ont 7 PA souvent. 24 PV, donc ça, il est capable d'encaisser quand même un ou deux coups. Ce qui est très intéressant, c'est son arme, principalement, puisque vous pouvez prendre une arme du livre de règles et diminuer son coût de 5 pièces d'or pour la lui donner. Donc, vous allez l'équiper comme vous voulez. Alors, ça peut être une arme de tir, ça peut être une arme de corps à corps. Donc, pourquoi ne pas jouer 2 mousses, un avec une arme de tir, un avec une arme de corps à corps, même si c'est un mousqueton, par exemple. Vous avez quand même un personnage qui va du coup tirer et qui va pas être trop cher. Bon, le mousqueton coûte la moitié des points du mousse, on est d'accord, mais c'est un détail. Surtout qu'il coûtera moins cher avec la réduction de 5 pièces d'or. Mais le mousse peut être hyper polyvalent. Vous avez besoin d'un personnage qui est un petit peu rapide, qui fait des petites attaques. Vous pouvez lui mettre un stylet. Vous décidez de l'équiper comme un lourd, vous lui mettez une du sac. Je sais pas, vous pouvez lui mettre vraiment plein de choses. Et du coup, ça devient très très intéressant de pouvoir jouer sur un personnage aussi polyvalent. J'ai vu plusieurs fois le mousse dans des listes. Et à chaque fois, il y avait quelque chose de différent. Vous pouviez avoir un mousse qui sert de plateforme de tir avec un pistolet à répétition. Vous pouviez avoir un mousse avec en soutien, par exemple avec El Commodore, qui du coup lui donne un +2 à la place du +1. Et ça lui permettrait d'avoir une arme un peu plus lourde pour infliger plus de dégâts. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont très très intéressantes avec ce mousse-là, et il est hyper polyvalent. C'est une figurine que j'aime bien. C'est stratégiquement, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Au niveau des objets que vous pouvez les mettre, bon, hormis les armes et les armes de tir et les armes de corps à corps, si vous voulez vraiment qu'ils tiennent un peu, vous lui mettez une petite armure de cuir pour tenter le 10. Voilà. On va pas se mentir, si vous lui mettez une petite armure, c'est pour essayer d'encaisser les dégâts. Vous pouvez lui mettre aussi, en fonction de la fonction que vous lui avez attribuée, une potion, donc soit de dextérité, soit de force, pour mieux taper ou mieux tirer. Mine de rien, il a un excellent moral par rapport à des miliciens qui sont plutôt faibles en morale. Lui, il en a un meilleur, même s'il ne recevra pas forcément les bonus de Kyros, par exemple. Non, c'est vraiment une figurine, il faut pas la négliger. Je pense qu'elle peut amener beaucoup dans certaines listes. Il faut réfléchir encore une fois à comment l'utiliser. Ça fait partie de ces extraterrestres un petit peu qui sont sortis, je pense, avec El Commodore et Graziella, où c'était des figurines où il fallait réfléchir un peu plus à leur utilisation et faire en sorte que on prenne pas simplement parce qu'il fait 9 dégâts avec sa hache ou parce qu'il lance des sorts comme un goret. Mais je trouvais que c'était des figurines qui étaient intéressantes à leur sortie. Alors justement, voilà la liste Graziella et le Commodore de mousse. Après, vous mettez d'autres trucs dedans. Ça peut être intéressant de voir ce que vous en avez fait des mousses. Si vous êtes joueur Kintor et que vous jouez le mousse, n'hésitez pas à partager. À quoi vous sert le mousse, justement? Quel est son intérêt? Quelle est sa fonction que vous lui donnez? Moi, je serais curieux de savoir, justement, qu'est-ce que vous faites avec ce mousse? On passe à Visconde de Leon. Ah, une figurine que j'aime beaucoup. Un gentilhomme, ou un gentil porc, je ne sais pas comment ça se dit. 91 pièces d'or, consti 4, dextérité 5, force 4, mental 4, 5 de mouvement, 8 PA, 28 PV, une armure 0, 6, -1, 6 points de vie pour l'armure. La rapière 4 dégâts, la dague 1 PA, 1 des 5 dégâts. 4 attaques maximum par arme et par tour. Désarmement, 2 PA, rapière ou dague. Ça fait 0 dégâts. La cible perd 2 PA lors de sa prochaine activation. La riposte, si De Leon réussit un contre, il peut répliquer avec chacune de ses armes sans coût additionnel. Et surtout, le viatique. Chose basique qui est livrée avec. Visconde est également livré avec une carte de stratégie qui est utilisable par tous les Kintor. Et c'est une carte qui est vraiment archi craquée. Traduction, c'est invasion, peut être utilisée une fois par partie au début du tour. La distance du premier mouvement
gratuit de chaque Kintor est doublé, ça coûte 11 pièces d'or. Cette carte-là est vraiment très très forte. Alors, je vais parler de la carte avec Visconde parce qu'elle est livrée avec lui, donc du coup, voilà, j'ai mis ça. Mais cette carte-là est utilisable par tout le monde. Vous pouvez la mettre sur n'importe quel Kintor. Et c'est une carte que je pense il faut avoir dans toutes ces listes, au moins dans le side des listes si vous jouez avec un side. Parce que clairement, la distance du premier mouvement gratuit au début sur le tour de votre choix est doublée. Ça peut vous permettre de vous sortir des situations emmerdantes, ça peut vous permettre de courir sur les objectifs, ça peut vous permettre courir, ça peut vous permettre d'avancer sur les objectifs, ça peut vous permettre aussi, tour 1, moi je l'ai vu souvent utilisé au tour 1, d'être hyper agressif et d'être au corps à corps pour une bouchée de pain au niveau des PA. Et une fois que vous êtes positionné au corps à corps, si vous avez Valdez, Kyros, n'importe qui, surtout imaginez Valdez sur Razorback avec ce truc-là. Enfin bref, c'est très 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 fort. C'est une carte invasion est vraiment vraiment une carte stratégique hyper intéressante et hyper forte. Donc ne la négligez pas. Voilà, j'ai fini pour invasion, c'était tout. On va revenir à Visconde. Alors Visconde, mais moi je l'aime bien, 91 pièces d'or. Une bonne dextérité pour un Kintor, du coup vous avez la possibilité de l'utiliser pour les objectifs. Il a 5 de mouvement, c'est pas dégueu. 8 PA, c'est pas dégueu non plus. 28 PV, c'est toujours pas dégueu. Il a une armure qui est un petit peu, je vais pas dire anecdotique, mais disons 0, 6, -1. Quand je le joue, Visconde, souvent c'est dans des parties d'initiation, mais entre autres, quand je le joue, on peut pas dire qu'il enlève souvent beaucoup de dégâts. Mais en attendant, ça lui permet de faire des tests d'armure, et sur un 10 Salvateur, vous pouvez lui sauver les fesses. Et 2 armes, et ça j'aime beaucoup, la rapière 4 dégâts, la dague qui coûte 1 PA, qui fait 1 des 5 dégâts, 4 attaques maximum par arme et par tour. Moi j'aime beaucoup ce système-là, parce que du coup vous avez une petite épée, une petite dague qui fait entre 1 et 5 dégâts. Alors vous pouvez faire plus que la rapière, mais voilà. Ou alors vous assurez le coup et vous avez la rapière qui lui permet de faire 4 dégâts, mais pour 2 PA. Moi j'aime vraiment beaucoup cet agencement d'armes. Le désarmement également. Alors le désarmement, attention, c'est la botte, c'est pas du coup l'action. Donc sa botte c'est spécial, c'est 2 PA, la rapière ou dague, ça fait pas de dégâts mais ça fait perdre 2 PA lors de la prochaine activation de la cible, et ça c'est pas négligeable non plus. La riposte, s'il réussit un contre, il peut répliquer avec chacune de ses armes sans coût additionnel, ça c'est tout bénef, vous gagnez 2 attaques à la place d'une seule. Et l'équipement, le viatique, il est très bon. Je vais revenir, vous aurez peut-être l'impression que j'enfonce le clou, mais si on prend le Commodore, qui vaut 30 pièces d'or de plus, Visconde, il est vachement mieux, que ça soit clair. Je néglige pas le mental dans le jeu, seulement voilà, c'est tellement... Je vais pas dire que c'est tellement anecdotique, mais on fait assez peu des tests de morale, dans le jeu. Il y en a quand même, et vous en ferez 1 à 2 par partie, mais ça reste un truc que vous payez pas 30 pièces d'or, quoi. Je trouve que Visconde est vachement plus intéressant. Il a pas d'arme de tir, mais il a une très bonne dextérité. Il a 2 de moins en mental. Mais en attendant, ça n'empêche que pour la plupart des objectifs, c'est suffisant. Vous avez un personnage qui, pour pas très cher, vaut clairement le Commodore, selon moi. Bon, il y a d'autres utilités, mais voilà. Je vais pas revenir dessus. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. C'est un personnage qui est très complet. C'est un personnage qu'on sent un peu comme Scorbut. Il est capable de faire plein de choses. Il a des potentialités. Il est polyvalent. Et on paye pas si cher cette polyvalence. Alors, il a pas d'arme de tir, contrairement à Scorbut. Et c'est pas intéressant de lui en mettre une. Puisque du coup, il va recharger pour 5 PA. Parce qu'il a pas d'arme de tir de base. Il va falloir qu'il rengaine, dégaine, etc. Non, c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. Il est pas très solide. Ses 28 PV, c'est quand même bien. L'armure lui permet parfois de se sauver les fesses, mais il a 4 de constit, donc attention quand même. Il finira par tomber, pardon. Mais il peut aller vraiment là où c'est embêtant. Et puis sa botte, il démarre à 9, mine de rien. Donc vous pouvez désarmer un adversaire. Ça lui fera perdre 2 PA. 2 PA, c'est une attaque.
C'est un mouvement, c'est un désengagement. 2 PA, c'est important quand on joue. Donc c'est assez intéressant. Et imaginez, vous mettez lui avec le... Comment il s'appelle l'autre con là, le milicien à l'épée, bah paf, vous faites perdre à votre adversaire 6 PA quoi. Et 6 PA, bah le pauvre il va rien faire quoi. Il va vous regarder, il va dire je sais pas. Et il va peut-être même tenter le désengagement et se foirer, du coup il aura perdu 8 PA. Non, c'est... Visconde, il est vraiment très intéressant en combinaison avec d'autres briscards. Tout seul, il est un petit peu fragile, mais en attendant, il peut quand même tenir un objectif si besoin est. Et s'il réussit un contre, bah du coup, il peut taper 2 fois. Et ça veut dire que c'est quand même à prendre en considération. C'est pas dégueulasse. Des objets qui sont intéressants avec lui, bon bah, potion, racine de mandragore. Une potion de force, peut-être, si vous la sentez bien et que vous avez envie de taper un peu plus fort. Mais surtout, avec lui, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le mettre avec du poison sur sa dague. Puisque vous allez pouvoir faire plein d'attaques pour 1 PA. Et du coup, il y en aura au moins une qui va passer et ça va empoisonner votre adversaire. Alors, ça coûte cher, ça coûte 15 pièces d'or de mettre du poison sur une dague. Mais je trouve que c'est intéressant car également dissuasif. C'est-à-dire que votre adversaire, il faut savoir jouer un peu psychologique, hein, attention. Mais si vous pavanez un petit peu en disant voilà, tu vois, moi j'ai ma dague, ça me coûte 1 PA pour t'attaquer, et je t'empoisonne parce que j'ai mis du poison sur la dague. Le mec en face, il va quand même, à mon avis, réfléchir puisque le poison peut avoir de gros impacts au niveau du jeu. Et sur un petit coup de bluff, ben ça peut passer. Vous lui dites pas qu'il y a que 4 attaques maximum avec la dague, mais en attendant, vous avez la possibilité de jouer un peu là-dessus. Moi j'aime bien le mettre avec poison, ça le fait passer à 106 pièces d'or. En plus, si vous avez invasion, ça le fait passer à 117 pièces d'or. Il est un tout petit peu cher, nous sommes d'accord, mais en attendant, je pense que c'est pas complètement inutile, quitte même à mettre invasion sur un autre Kintor, hein, vous pouvez le mettre, si vous n'avez pas envie que ce soit Visconde qui soit votre chef, votre leader de bande, vous pouvez très bien décider de mettre l'invasion sur un autre Kintor. Donc voilà. Non, Visconde, un personnage très intéressant. Au niveau des autres équipements qu'on pourrait lui mettre, je remplacerai pas ses armes de corps à corps, je lui mettrai pas une arme de tir. Ce que je peux entrevoir, c'est lui changer son armure, tout simplement pour que, à la place d'avoir une 0,6 -1, vous l'upgradez un petit peu et vous en faites une -1, je sais plus combien, -2. C'est une armure intermédiaire, c'est pas la plaide complète, je crois. C'est avant. Ça lui occasionnera un petit malus de mouvement, mais soit vous utilisez un saut du forgeron, soit vous dites bon bah voilà, de toute façon il a 5 de mouvement à la base, pourquoi pas, enfin c'est pas très grave en soi, il aura 4, c'est pas très compliqué, enfin c'est pas un problème. Vous avez également avec lui la possibilité de mettre des cataplasmes, parce que comme il va assez vite, c'est un bretteur qui est quand même pas dégueu. Il peut aller dans un corps à corps à poser un cataplasme sur une figurine qui en aurait besoin et ne pas risquer la mort automatique à l'activation de votre adversaire. Donc non, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il fait partie du starter Kintor avec Vasco et Pablo. Et du coup, on se rend compte que c'est instinctivement, ou disons naturellement plus facile ce starter-là, qu'un starter comme le starter Sundar, où il va falloir apprendre à jouer avec les distances, les tirs, avec Tucket, qui est pas forcément un personnage facile à prendre en main, avec Bogdan, etc. Donc voilà, c'est un trio de personnages pour 300 pièces d'or que je trouve excellent. Ça peut servir à de nombreuses bases de compos, même s'il y a plein d'autres choses maintenant, vu qu'il y a eu beaucoup de sorties Kintor qui sont très intéressantes. Donc voilà, personnage que j'aime beaucoup, n'hésitez pas à l'utiliser, et surtout n'hésitez pas à me dire si vous l'utilisez d'une autre façon, parce que c'est vrai que j'ai dit que je ne mettrais pas une arme de tir, mais en attendant, il a quand même 5 de dex, pourquoi pas.
même s'il recharge très cher, peut-être que vous avez en tête, vous avez testé une liste avec Visconde, avec une arme de tir, et ça peut peut-être surprendre. Donc je ne sais pas. Si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez toujours pas à le partager. Moi je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et on va passer, à mon avis, au craquage absolument suprême de tous les temps. La figurine la plus violente du jeu. Le truc le plus dégueulasse que la terre d'Entropia ait porté. J'ai nommé Cochinero. Cette figurine-là est un monstre. Cette figurine-là est un tueur. Cette figurine-là rase des familles, mange des porc-épics. Enfin, j'en sais rien. Ce Cochinero est, à mon avis, une erreur. Je vais dire ça. Je veux dire, j'adore la figurine. Et je vais développer maintenant, en fait, sans plus tarder. Alors, 77 pièces d'or, constite 5, dextérité 3, force 4, mental 4. 4 de mouvement, 8 PA, 25 PV, la poêle à frire, 1 PA, 2 dégâts, réussite critique qui assomme, il a le hachoir, 4 dégâts, provoque le saignement, il est équipé de batterie de cuisine, du rhum et du viatique. Alors, tout de suite, la batterie de cuisine, c'est un équipement de campagne. Si vous ne jouez pas en campagne, laissez de côté, ne vous prenez pas la tête, ça ne vous concerne pas pour le moment. Le rhum, c'est 5 pièces d'or, le viatique, c'est 8 pièces d'or, donc vous soustrayez tout ça à Cochinero. Au final, le bousin, juste pour son profil, il coûte 60... pas que je dise de conneries. 64 pièces d'or. Pour 64 pièces d'or. Voilà, bon, il a son matos, ça fait 77, ok. Pourquoi je dis qu'il est complètement craqué? Déjà, pour 77 pièces d'or, il a un bon profil, une constite suffisante. La dextérité, on s'en fout, c'est un Kintor. Il a une force tout à fait raisonnable, un mental tout à fait raisonnable, avec sa bonne constitution, c'est un cuisinier de compète quand même. 4 de mouvement, 8 PA, 25 PV, jusque là tout va bien, mais surtout il a cette putain de poêle à frire. La plupart des gens, la plupart des figurines du jeu ont, quand ils ont des attaques à 1 PA, ont une limitation. Ils ont une limitation 4 attaques maxi avec cette arme-là. Ils ont ce genre de limitation. Cochinero ne l'a pas. Déjà, c'est très fort. C'est-à-dire que le mec, s'il est au corps à corps au début de son activation, il peut faire 8 attaques. Paf, voilà, paf dans ta gueule, 8 attaques. Sur les 8 attaques, il y en aura au moins, statistiquement, il devrait y en avoir un tout petit peu moins que une qui sera une critique. Et en cas de critique, ça assomme. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte de la puissance du truc. Déjà, 1 PA pour faire 2 dégâts, ok, ça fait pas énormément. Mais ensuite, ça assomme en cas de réussite critique. Donc, il a statistiquement moyen d'assommer une fois par tour. Le hachoir qui fait 4 dégâts, on va pas se plaindre, c'est un hachoir, ça fait saignement, ça paraît logique, c'est du hachoir, voilà. Donc, il a ces deux armes ont un effet qui se coule. Mais surtout, vous passez une attaque de poêle à frire, ça fait sauter un point d'armure. Vous passez une deuxième attaque de poêle à frire, ça fait sauter encore un point d'armure. Vous en foutez de faire des dégâts. Là, c'est un machin qui flingue l'armure. Si en plus vous arrivez à faire une réussite critique, bah du coup la victime est assommée, elle ne peut plus défendre, et après vous y allez à coup de hachoir, ou vous continuez à la poêle à frire, etc. Cochinero, pardon, est vraiment un monstre. C'est une figurine qui est abominable. On se rend pas compte avant de l'avoir pris en travers des dents, mais il est vraiment horrible. Jouer un petit peu agressif avec Cochinero, ça équivaut à passer une moissonneuse batteuse, quoi. Mais c'est une moissonneuse batteuse qui est toute rikiki et qu'on se dit ouais non mais ça va, c'est un petit machin. Non mais Cochinero il est vraiment craqué. Alors quand je dis qu'il est craqué, évidemment, les gens vont faire « Oh là là, attention, il grossit le tableau. » Oui, d'une certaine façon, c'est vrai que voilà, je grossis le tableau. Il a des défauts, et il en a quand même pas mal. C'est-à-dire que il coûte quand même 77 pièces d'or pour un mec qui a que 25 PV. Il a pas d'armure. Il se prend 3 baffes, il retourne chez sa mère, concrètement. Avec certaines figurines en face, il va tomber assez rapidement. Mais c'est une menace supplémentaire qui est clairement pas à négliger parce qu'il fait vraiment très mal. Moi, il m'a posé beaucoup de problèmes dans plusieurs parties. Notamment une où, je sais plus sur qui il est arrivé, il a mis un coup de poêle à frire, c'était la réussite critique, et après je me suis fait hacher menu avec le hachoir, c'était horrible. Et tu peux rien faire parce que t'es assommé, hein. Du coup c'est vraiment la galère. Il a pas besoin de ceinturer, il a besoin de donner des coups de poêle. Bref.
Tout ça pour dire que Cochinero, c'est vraiment une machine de destruction. C'est une figurine qui est vraiment très 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 forte. De même que si vous avez Cochinero et qu'en face il y a de l'armure, ben vous l'envoyez, il fera pas de dégâts mais il fera sauter l'armure. Et voilà, c'est tout bénef. En plus, si vous jouez Invasion, il va encore plus vite au premier tour. C'est le cuisinier frénétique, quoi. C'est de la folie. L'avantage qu'il a aussi, c'est le rhum helviatique. Donc, il peut se soigner, il peut éviter de merder sur un jet de morale. Enfin, vous pouvez vous dire, ouais, c'est peut-être un peu tendu. Je veux pas qu'il rate. J'utilise le rhum. Non, Cochinero, il est vraiment, vraiment très, très bon. Dans les équipements que vous pouvez lui rajouter... si vous voulez vraiment faire un tanky, vous dites bon bah je file sur l'adversaire et je mets tout ce que je peux et je serre les fesses, vous lui rajoutez 2 potions de constitution. Hein. Ça lui fera 7 le tour où vous buvez les 2 potions, ça lui fait 7 et puis il est au centre. Ça va pas lui sauver la miche, mais 7 de constit c'est toujours mieux que 5, donc pourquoi pas. Ou alors vous pouvez décider de la jouer à la potion d'éther. Cochinero potion d'éther, je pense que beaucoup de gens vont pleurer. Puisque vous balancez tout au niveau de la poêle à frire et ensuite vous buvez votre potion et vous rebalancez tout le tour d'après. C'est dégueulasse. Il a du rhum, du viatique, voilà. Le cataplasme, je sais pas. Il y avait un truc qui avait l'air sympa. Enfin, sympa. Il y avait un truc qui avait l'air drôle. Drôle, ouais. Mais bref, il y a un truc que j'avais envie d'essayer. C'est Cochinero avec le hachoir qui est en plus empoisonné. Donc ça fait du saignement et ça fait du poison. Alors vous allez me dire que c'est sans doute too much et vous aurez sans doute raison. Mais juste pour le fun, j'avais envie une fois de le tester. Donc un jour il y aura un Cochinero avec un hachoir pas très bien nettoyé qui va aller maraver tout le monde. Non, Cochinero c'est vraiment vraiment une figurine qui est très très intéressante, qui est très très forte et on se rend pas compte à quel point elle est forte. Sans pour autant égaler en force brute un Kyros ou un Valdès, hein, que ce soit, ou même un Bruto, qu'on soit clair là-dessus. Mais ce qui va apporter à une équipe, c'est justement quelqu'un qui va faire sauter les armures pour pouvoir maximiser les dégâts des autres figurines, et surtout la possibilité d'avoir un assommeur qui peut défourailler et balancer une quantité d'attaque absolument astronomique. Si vous gagnez un PO par attaque qu'il fait, vous seriez déjà multimilliardaire. Mais voilà, Cochinero c'est aussi une figurine physiquement qui est très réussie, qui est vraiment très très belle. C'est, je pense que avant de jouer Kintor, je joue très peu Kintor. Il y a bien assez de gens qui jouent Kintor, j'ai pas besoin de jouer Kintor moi. Mais j'ai quelques figurines Kintor et Cochinero a été la première qui m'a plu et qui m'a fait acheter un Kintor en fait. J'avais acheté le starter pack pour faire des initiations, mais la vraie première figurine Kintor que j'ai acheté c'est Cochinero parce qu'il est tellement cool. Donc voilà. En campagne il est encore plus utile parce que justement il a la batterie de cuisine, mais ça je n'aborderai pas le sujet. Si vous avez le livre de campagne, regardez un peu ce que fait la batterie de cuisine, c'est toujours agréable. Et c'est un personnage intéressant à avoir dans son équipe au début. Donc voilà. Voilà pour Cochinero ce truc. On va passer à un deuxième personnage qui est aussi à mon avis craqué, mais pas pour les mêmes raisons et moins que Cochinero. Je parle de El Sabio. El Sabio c'est 66 pièces d'or, un magicien alchimiste. C'est consti 4, dextérité 3, force 4, mental 4. 4 de mouvement, 8 PA, 24 PV. Il a le tablier en cuir et le masque qui fait 0,6 moins 1. 4 PV par contre, seulement pour l'armure. La serpette, 1 des 5 dégâts. Sa botte, c'est le souffle méphitique, ça fait 3 dégâts. En cas de succès, la victime est assommée. En cas de réussite critique, la victime est empoisonnée en plus des autres effets. Le spécial, El Sabio a un bonus de plus 4 pour lire déchiffrer. Comme c'est un magicien qui est bien, il est livré avec 2 sorts. Il a longtemps été le seul alchimiste, entre autres, du jeu, puisque l'alchimiste suivant a été Daoti, je crois, donc il a longtemps été un des seuls à pouvoir utiliser l'alchimie, sans payer des surcoûts. Et du coup, qu'est-ce qu'il a comme sortilège ? Il a le sortilège de la fiole explosive, il est réservé à El Sabio, coût 3 PA, portée 6 brasses, durée immédiate, 2 par tour. Vous voyez que la difficulté, il n'y en a pas, et il coûte 15 pièces d'or. Alors, l'effet, c'est 1 des 10 plus 3 dégâts sur la cible visée, 1 des 5 plus 3 dégâts sur les cibles adjacentes. La réussite critique, les cibles touchées sont prostrées, et ça, c'est violent. L'échec critique, la fiole explose dans la main d'El Sabio, et la difficulté, en fait, elle est à M x 2 plus 1 des 10,
et ça doit être supérieur ou égal à 10 plus la distance d'où se trouve la cible initiale. C'est un sortilège, je vais le détailler tout de suite parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur l'autre sortilège aussi. C'est un sortilège d'attaque qui est très très bien puisque vous pouvez le faire 2 fois par tour, ça coûte 3 PA. Ça fait des dégâts qui sont quand même considérables, 1 des 10 plus 3 dégâts, et surtout 1 des 5 plus 3 dégâts sur les cibles adjacentes. Donc vous avez vraiment l'explosion de zone. En cas de réussite critique, les cibles sont prostrées, vous n'avez pas de test de morale, vous êtes prostré point barre. Si vous merdez votre test de morale le tour d'après, c'est ciao, merci, au revoir. Donc c'est vraiment très fort. En cas d'échec critique, bah c'est El Sabio qui prend les dégâts. Ça peut être un peu embêtant, mais en attendant, c'est un sort qui est clairement très agréable, puisque El Sabio, il a pas énormément de mental, il a que 4. Du coup, mental x2 plus 1 des 10, et la difficulté c'est 10 plus distance, donc soit vous décidez d'être un peu fifou et vous jetez votre fiole à 20 brasses et du coup là vous avez aucune chance de réussir, on est d'accord. Soit vous décidez de positionner votre magicien de façon optimale et la difficulté elle va être de 10-12. Donc c'est une chance sur 2 de passer le sort. Si vous voulez vraiment fiabiliser le truc, soit vous prenez un dé supplémentaire, soit vous vous rapprochez. Donc il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose d'intéressant et d'optimiser de façon à ce que ça touche. Les dégâts sont très avantageux. Et on peut le faire 2 fois par tour. Moi j'ai bouffé de l'El Sabio pas mal. Le seul défaut du sort c'est qu'il coûte 15 pièces d'or. Ce qui est quand même conséquent. Tout en sachant qu'El Sabio coûte déjà 66 pièces d'or à lui tout seul. C'est un sortilège qui est quand même coûteux. Le sortilège de base d'alchimie est intéressant sans autre. Enfin, je veux dire, les autres sortilèges sont vachement plus intéressants dans les primordiaux, je trouve. Mais c'est pas un sortilège à négliger pour autant. Donc, voilà, vous allez devoir lui payer des sorts si vous voulez en faire un magicien. Et un magicien utile. Et du coup, investissez un petit peu. Ce sort-là, moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'en fonction de comment vous allez l'utiliser, El Sabio, quel but vous allez lui donner, comme tout magicien, il faut, si vous voulez de la polyvalence, vous allez payer une blinde. Donc essayez de trouver qu'est-ce que vous voulez en faire. Si vous voulez pas forcément en faire un attaquant, sautez ce sort-là et allez voir autre chose. Le petit sort d'élémentalisme qui est la flamme élémentaire, c'est un petit sort que vous allez payer, je sais plus combien de pièces d'or, mais ça fait 3 dégâts, ça ignore l'armure et c'est des dégâts de feu. Donc si vous n'avez pas forcément envie d'en faire un gros damage dealer, vous pouvez à la place d'acheter celui-là, acheter le petit sort de flamme élémentaire. Comme c'est un primordial, il est achetable sans parchemin par tous les magiciens. On va passer au deuxième sort réservé à El Sabio, et ça c'est vraiment le sort le plus utile qu'il est, je pense. L'écran de fumée, 3 PA, 4 brasses, durée étoile, cadence 2 étoiles. La difficulté c'est pas d'échec critique. Donc il le réussit presque automatiquement. Effet, il crée un couvert impénétrable d'une carte de gabarit. Un seul écran de fumée peut être en jeu à la fois. Quand le lanceur crée un deuxième écran, le premier se dissipe et c'est pour 7 pièces d'or. Alors concrètement, l'écran de fumée, vous pouvez le lancer sur une figurine, ça va se centrer sur lui, vous posez la carte et il y a un écran de fumée. Ça va empêcher ça va boucher les lignes de vue et aucun projectile ne traverse. Mais vous pouvez vous friter au corps à corps dans l'écran de fumée. Ça ne pose pas un problème. Si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à aller sur le forum de Briscard. J'ai mis un post et Gwen a répondu à mes questions. Donc si vous avez des questions supplémentaires sur ce sort, n'hésitez pas. C'est un sort qui est très très fort quand on sait maintenant qu'il y a beaucoup de figurines qui sont capables de faire des dégâts à distance, des tireurs, de l'artillerie. Vous avez moyen de lancer des gens au travers du truc. Enfin bref, si les lignes de vue sont coupées et que les projectiles ne passent pas au travers, du coup on peut pas vous cibler. Donc vous avez besoin de protéger un objectif, vous avez besoin de protéger une figurine. L'écran de fumée d'El Sabio est une des meilleures solutions que vous avez à disposition. Ça coûte 7 pièces d'or, c'est pas cher. Ça se lance presque automatiquement. Moi je dis prenez-le. Si vous prenez El Sabio, c'est entre autres parce que vous voulez son écran de fumée. C'est un sort qui est très très utile. Vous allez éviter de vous en ramasser plein la tronche avec
avec de l'artillerie par exemple, puisque rien ne passe au travers, là, si la ligne de vue passe au travers de la carte, le boulet disparaît, on sait pas où il est passé. Mais du coup, voilà, sort très intéressant pour protéger une figurine contre les tirs, ou alors un personnage qui aurait, j'en sais rien moi, besoin de temps pour utiliser son viatique, ou un autre objet de soin. Non, c'est vraiment un sortilège qui est très très bon. Il coûte clairement pas cher et du coup El Sabio, juste pour ce sort-là, est très bien. On va revenir à El Sabio à proprement parler, qui est quand même un personnage qui est très intéressant, puisqu'il a un profil qui est un tout petit peu en deçà de ce qu'on aurait vu ailleurs, mais pour 66 pièces d'or, ça reste quand même potable. Il a justement ces 8 PA qui sont intéressants. Il n'a pas énormément de PV, il a une armure qui est un peu... elle est juste là pour faire joli. Mais en attendant, ça peut lui sauver les fesses. Peut-être éventuellement penser à changer l'armure. Pourquoi pas, je ne sais pas. C'est en fonction de ce que vous avez envie de faire avec lui. L'arme qui est la serpette qui fait 1 des 5 dégâts. Alors, si je devais changer un truc, ce serait la serpette, parce que 1 des 5 dégâts, c'est quand même un peu peu. Surtout, il a une force qui est pas énorme. Du coup, à voir ce que l'on peut faire avec pour essayer de fiabiliser au moins les dégâts quand il passera une de ses rares attaques. Son souffle méphitique qui est vraiment intéressant, dans le sens c'est une vraie arme qui est cool. Parce que, bon, 3 dégâts fixes, c'est jamais dégueulasse, mais surtout en cas de succès, la victime est assommée, et on revient à ce qu'on avait dit sur Cochinero. Assommée, vous devez utiliser votre mouvement gratuit pour vous relever, mais surtout, vous ne pouvez plus vous défendre avant d'avoir justement fait vos actions. Et ça peut clairement poser un lourd problème sur beaucoup de briscards, parce que, en fonction de qui vous ciblez avec la possibilité de l'assommer, et c'est même pas sur une réussite critique ou autre, hein, c'est il est assommé, point barre. Derrière, il y a d'autres Kinters qui vont le maraver gratos et il n'aura pas la possibilité de défendre. Et ça assomme tout le monde, hein, les colosses comme les montures, comme les briscards normaux, enfin bref, tout ça, c'est très très bien. En cas de réussite critique, la victime est empoisonnée, on va jamais cracher dessus, ça va être très bien. Et El Sabio a bonus de plus 4 pour lire déchiffré. Alors, pourquoi je dis qu'il est craqué en fait ? Il n'est pas autant craqué que Cochinero, il n'est pas autant craqué que certains autres Kintors, on peut se dire ouah, ils sont trop forts. C'est justement parce qu'il a cette botte qui peut, et il a la possibilité d'avoir l'écran de fumée, qui peut en faire un briscard très très chiant, mais vraiment très très chiant, qui va du coup utiliser intelligemment toujours, poser de gros problèmes à votre adversaire, parce que vous allez positionner pour qu'il y ait son écran de fumée qui fasse obstacle au tir. Vous allez peut-être même avoir le sort de fiole qui va faire des dégâts de zone, et un des 10 plus 3 sur une figurine, ça fait quand même beaucoup de dégâts, c'est pas à négliger. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec El Sabio, il est très polyvalent aussi au niveau des sortilèges. Ne négligez pas le domaine de l'alchimie, vous avez des buffs et des debuffs qui sont très intéressants. Il peut vraiment être un pivot d'une de vos listes, il est pas cher du tout surtout. Son profil, ça va peut-être vous refroidir un petit peu parce que vous allez dire ouais mais Consti 4, Dextérité 3, Force 3, Mental 4. Le mec est pas fait pour aller au corps à corps déjà de base. Et ensuite, avec ces diverses possibilités, il y a moyen quand même d'en faire quelque chose de vraiment intéressant. Je pense notamment que comme il est pas cher, investir dans un petit parchemin avec le sortilège relance. Ce sortilège là, vous allez l'avoir à toutes les sauces, hein. Quand les gens auront compris comment on utilise les magiciens, le parchemin avec relance, je crois que c'est 10 pièces d'or. J'ai pas le coût du sortilège relance en tête, mais c'est un sortilège qui va sortir très souvent. Si vous jouez Sundar, je pense que vous le connaissez par cœur. Si vous jouez d'autres magiciens, je pense que vous devriez réellement aller regarder ce sort, parce qu'il peut vraiment faire la différence. À lancer sur El Sabio lui-même ou sur une autre figurine Kintor pour fiabiliser ses résultats. Relance, c'est relance quoi. C'est clairement pas dégueu. En bonne fortune, il y a plein de sorts qui sont intéressants. N'hésitez pas à aller les regarder. Après, en fonction de ce que vous avez envie de faire avec elle, vous pouvez même lui payer un grimoire
Vous prenez le grimoire d'El Sabio, ça coûte 5 pièces d'or de mémoire, et vous lui mettez, j'en sais rien, le sort relance, plus des autres sorts de bonne fortune qui vous permettent des boosts. Moi je dis oui. Moi je dis oui à la vie. Non, El Sabio peut vraiment être une épine dans le pied. Et surtout, il va être moins cher et, à mon avis, plus difficile à tuer qu'un Torquemada. Puisque Torquemada va souffrir du fait que les gens l'ont assez rapidement assimilé à un gros bourrin et du coup c'est une vraie menace à éliminer. El Sabio va être plus difficile puisque s'il reste à distance, il y a son écran de fumée qui peut le protéger en cas de tir. Et sinon... vous avez qu'à le mettre avec un garde du corps pas trop loin, et il y a moyen de faire vraiment plein de choses. El Sabio est une figurine qu'il faut jouer avec intelligence, je l'ai dit juste avant, mais il peut vraiment faire la différence, beaucoup plus que certaines figurines qu'on aurait tendance à privilégier à lui. N'oubliez pas le petit alchimiste que vous avez dans votre liste, parce qu'il vaut vraiment la peine. Moi j'aime énormément cette figurine. Déjà la gueule de la figurine est vraiment hyper stylée, je trouve ça vraiment très cool. Mais donc du coup n'oubliez pas que vous avez El Sabio dans les choix potentiels. On va passer à Igoré Frankenchon, donc le colosse et son garde du corps puisqu'il est obligatoirement jouable avec. Alors, Igoré, 183 pièces d'or, colosse constitué de dextérité 1, force 8, mental 1, agressivité 3, 3 de mouvement, 8 PA, 42 PV. Une quantité astronomique de spécial, provoque le choc électrique en cas de défense réussie, immunité au poison, au saignement, au choc électrique, s'il est dans la zone de contrôle de Frankenchon, il lui apporte plus 3 en bonus de soutien, créature personnelle ne peut être recrutée qu'avec Frankenchon, et insensible, il ne teste jamais son moral quoi qu'il arrive, Frankenchon, constitue 4, dextérité 3, force 4, mental 6, 4 de mouvement, 8 PA, 25 PV, bâton électrique de dégâts, choc électrique, équipement, potion de potion d'agilité, potion de vigueur. Et je me rends compte que je n'ai pas parlé des potions et des choses pour El Sabio. Grosso modo, rien d'absolument nécessaire pour El Sabio. Peut-être si vous voulez vraiment changer l'armure, changer d'arme. Peut-être une potion de mental si vous avez des sorts très compliqués à lancer, mais si vous avez ces deux sorts de base, il n'y a pas de nécessité. Pour le reste, c'est vous qui voyez. Peut-être à la limite une petite racine de mandragore pour éviter qu'il pète une durite. Au moment inopportun, mais ça c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre liste. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc du coup on vient à nos deux colosses et à l'autre. Alors bon. Igoré, c'est clairement, on avait déjà vu ça au moment où il est sorti, c'est clairement un gros tank, 8 de force, 8 de consti, tout se passe bien, dextérité 1, bon bah voilà, ça, voilà, mental 1, mais on s'en fout la plupart du temps, agressivité 3, 3 de mouvement, donc il avance pas forcément vite, mais quand il avance, on va pas vraiment pouvoir l'empêcher d'avancer. 8 PA, 42 PV, qu'il va falloir éliminer si vous voulez éliminer Igoré, donc ça va piquer. Mais surtout, c'est divers spéciaux. Donc le choc électrique en cas de défense réussie, c'est super relou avec son énorme défense. Surtout qu'avec son 1 de dextérité, que vous fassiez une esquive en contre, au final, vous n'en avez rien à foutre. Donc tapez avec vos PA. L'esquive et le contre, ce sera vraiment si il vous reste des PA et que vous savez pas quoi faire avec. Ajouter plus 1 au jet n'est pas significatif pour bien vous défendre. Et surtout, à mon avis, vous avez meilleur temps de mettre des coups de poing à 7 de dégâts plutôt que de garder des PA pour faire une défense qui vous servira pas à grand chose. Donc voilà. Mais par contre, dès qu'il défend, hop, le petit choc électrique. Le choc électrique, je rappelle que ça enlève un PA à votre adversaire à son activation par nombre de chocs électriques qu'il a, et vous pouvez en enlever un par tour si vous faites 6 ou plus sur le dé au début de l'activation de la victime du choc électrique. Donc ça peut vite devenir très emmerdant, surtout pour les petits briscards qui n'ont pas forcément une force gigantesque. Ça peut vite devenir très très chiant avec Igoré, puisque du coup si vous avez 3 de force ou 4 de force, bah, vous avez à peu près, ça va être le dé qui va déterminer si vous avez un choc électrique ou pas. Donc c'est un peu compliqué. Je sais plus si j'avais posé la question, si à l'époque c'est en cas de défense réussie, oui, mais est-ce que c'est également au tir? Est-ce que son choc électrique permet de faire ce genre de choses à distance? Je ne sais plus.
et je ne sais pas s'il y a eu déjà une réponse à ça, mais en tout cas j'ai oublié la réponse si c'est le cas, du coup pardon si j'ai déjà posé la question, mais est-ce que contre un tir le choc électrique fonctionne? Ça me paraîtrait un peu bizarre, mais comme il n'y a pas de précision, ça devrait être pour toutes les défenses. Immunisé au poison, saignement au choc électrique, le poison c'est quand même un gros boost pour vaincre les colosses. Le saignement aussi, c'est toujours très agréable de voir le colosse se vider de son sang. Et le choc électrique, ça lui permet d'avoir moins de PA. Ben, Igoré, non, nada, niet. Le seul effet qui a de l'effet sur lui, entre guillemets, c'est le feu. Et les gelures. Les camilles de glace, par exemple, provoquent la gelure. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué de le descendre, le machin. Il faudra profiter des tirs d'artillerie si vous en avez. Ou alors, il va falloir mobiliser plein de gens pour le tuer. Il va finir par tomber, hein. N'ayant pas d'armure, vous avez quand même moyen de le verser, ça c'est pas un problème. Le spécial, il donne un +3 de bonus de soutien à Frankenchon. Ça, c'est pas dégueu si vous décidez d'en faire le protecteur de Frankenchon. Créature personnelle et insensible. Je veux pas dire que c'est anecdotique, surtout qu'en fait, créature personnelle est à mon avis un de ses plus gros défauts. Et surtout, insensible ne teste jamais son moral, il peut pas avoir vengeance. Si quelqu'un meurt à côté de lui, ça paraît logique, il n'a pas tellement conscience de ses alliés. Mais à part ça, ça paraîtrait assez aussi logique, vu que c'est une espèce de Frankenstein. Enfin, de monstre de Frankenstein, attention. Du coup, voilà. Alors, il est assez effrayant, on a envie de le jouer, mais il possède deux gros désavantages. Premièrement, une dextérité qui avoisine le néant. Et donc du coup pour certains objectifs ça va être très très compliqué pour lui, ainsi qu'un mental qui est égal au néant. Enfin, il a le même mental que Bruto, hein. Ça donne quand même le niveau de la bestiole. Bref, quoi qu'il en soit, son agressivité va permettre de faire des dégâts s'il fait un assaut. Mais si vous jouez contre lui, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire un coup de pied, et du coup, le coup de pied, ça passe sur Dex x2 contre Dex x2. Là, vous avez des chances de pouvoir passer des attaques qui vont lui enlever des PV sans vous ramasser le choc électrique en retour, puisque c'est pas une défense classique. Donc, il y a moyen de le faire tomber, et c'est quand même 183 pièces d'or qui risquent de tomber assez rapidement si vous avez des mecs qui ont un peu de dextérité. Ou même alors carrément comment il s'appelle, Ozeki, il a pas une énorme dextérité, mais en attendant il passe ses attaques à main nue et coup de pied, etc. sans modificateur de dégâts. Du coup Ozeki peut faire le taf sur Igoré. Il y a ceux qui ont de la dextérité, ils ont moyen quand même de bien faire le taf pour moins cher que ce que Igoré vaut. Par contre faut quand même mettre un tour dessus, parce que sinon ça va péter un câble. Alors pourquoi je dis qu'il a tendance à... créature personnelle, à mon avis, c'est la faiblesse d'Igoré, c'est parce que bon, 183 pièces d'or, c'est déjà un investissement assez considérable, mais surtout, c'est que vous êtes obligé de lui mettre Frankenchon, qui vaut 77 pièces d'or, ce qui monte le total à 250. Non, c'est pas vrai, 260. Pour un alchimiste... qui a un profil, alors pour 77 pièces d'or, lui c'est Consti 4, Dextérité 3, Force 4, Mental 6, 4 de mouvement, 8 PA, 25 PV, le bâton électrique de dégâts choc électrique, et surtout il est blindé niveau potion, force, agilité, vigueur, et ça c'est assez cool, puisque du coup vous allez pouvoir compenser ses faiblesses au moins un tour. C'est-à-dire que si vous avez besoin de taper, vous prenez la potion de force. Si vous avez besoin de faire un tir ou quelque chose, ou un objectif avec dextérité, une petite potion d'agilité. Et si vous avez besoin de tanker un tout petit peu plus, la potion de vigueur, c'est jamais perdu. Donc, du coup, vous avez un personnage qui est... qui se rajoute à lui de manière... Enfin, qui se rajoute au total de manière obligatoire, sans pour autant forcément avoir une utilité dans votre compo. Alors vous allez lui en trouver une parce que du coup il est obligatoirement avec Igoré, mais ça veut dire que sur le 500 points communément utilisés pour les colosses, vous aurez la moitié utilisée pour Igoré plus Frankenchon. Frankenchon est un alchimiste, il y a des sorts de boost, hein, attention.
Du coup, Igoré peut vite devenir vraiment dégueulasse si vous laissez Frankenchon passer quelques boosts sur Igoré. Mais ça va augmenter le coût du duo et parfois c'est un peu difficile parce que vous aurez grosso modo un gros pool de points sur les deux et après si vous voulez si vous voulez moins de sous-nombre, on va dire ça comme ça, vous allez difficilement pouvoir sortir un Kyros, un Valdez ou un El Commodore ou je ne sais pas quoi. Donc du coup, peut-être à jouer avec un petit peu de délicatesse et surtout un peu d'intelligence. Les sorts de Frankenchon, les sorts de boost à mon avis sur Igoré, ça peut vraiment valoir la peine parce que ça va vraiment le rendre très très résistant. Quitte à lui mettre un parchemin ou un grimoire pour avoir vraiment accès aux sorts de boost que l'alchimie n'a pas. Mais de mémoire, alchimie, il y a les trucs qui augmentent, qui diminuent de 2 les dégâts reçus. Je crois qu'il y a Force des Anciens aussi qui augmente de 2 les dégâts infligés par la cible. Donc vous avez quand même des sorts qui sont très utiles et qui sont carrément fous. Si on vous en laisse le temps. Mais voilà, vous le sortirez une fois, vous allez surprendre votre adversaire. Vous le sortirez 2 fois, votre adversaire ne s'y reprendra pas. Et du coup, il va sans doute essayer d'immobiliser Igoré un maximum. Ou alors de cibler Frankenchon avec des sortilèges ou avec d'autres petites choses. Je viens de penser également que n'oubliez pas que dans les sortilèges vous avez contre-sort qui parfois peut s'avérer être utile, peut-être dans le side deck par contre, ou alors ou annulation, contre-sort étant réservé aux ésotéristes et au totémisme, je crois, je sais plus. Mais voilà, annulation, tout le monde y a accès. Dans le side deck, si vous avez un magicien dans votre team, pourquoi ne pas garder un de ces sorts en réserve au cas où vous auriez justement en face de vous un personnage comme Frankenchon où vous dites il va servir que à booster Igoré, donc il faut que j'évite que le machin devienne vraiment indésoudable et voilà. Frankenchon est quand même un très très bon magicien, un mental de 6. Donc il va pouvoir passer avec relativement d'aisance plusieurs sorts intéressants. Pour moi, c'est un personnage qui est tout seul, sans Frankenchon, qui est jouable, qui est tout à fait dans la liste des figurines à éventuellement penser prendre. Même à 400 points, parce que vous avez un magicien qui peut vous permettre de booster des figurines, qui n'est certes pas hyper résistant et qui va finir par tomber s'il se prend trop de dégâts, mais son bâton électrique avec le choc électrique jumelé à d'autres potentiels chocs électriques, comme par exemple avec Igoré, voilà, ça fait quand même perdre des PA. Donc il a 8 PA, il peut faire quelques attaques, une force de 4 qui est tout à fait utile pour faire perdre des PA, pas forcément sur un gros personnage adverse, mais sur les petits qui viendraient gêner. Je pense notamment à des figurines comme, je sais pas moi, des Dodgers, des Pogons, des trappeurs tuléens. Ce genre de figurines qui sont chiants avec leurs attaques et leurs effets d'attaque. Du coup, là, vous pouvez faire perdre plusieurs PA à ces figurines-là, donc pourquoi pas. C'est aussi un des rares autres qui je tiens à avoir choc électrique, donc c'est pas dégueulasse. Les potions, j'en ai parlé justement avant. Que lui rajouter, justement, il va avoir besoin sans doute de parchemin et de grimoire. Le parchemin, je vais revenir sur relance, je m'attraque un peu relance parce que c'est un sortilège qui est très utile. Mais vous mettez un relance sur Frankenchon, il le lance chaque tour sur Igoré, vous avez un Igoré qui va fiabiliser ses dégâts, qui va fiabiliser ses attaques et ses dégâts, et du coup je pense que vos adversaires ils vont un peu tirer la gueule. Donc voilà, Racine de Mandragore, pour lui sauver les miches un peu plus longtemps, potion d'éther, au point où il en est, il aura toutes des fioles de tous les trucs. Donc là vous pouvez carrément après foutre le camp le plus loin possible si jamais vous sentez que ça tourne un petit peu au vinaigre. Au niveau d'Igoré, lui mettre des équipements. Alors, pour les plus casse-burnes, qui disent ouais mais il fait que 7 dégâts en tapant, vous pouvez lui mettre un point américain, mais vérifiez bien le coup, parce que ça va vous coûter 16 pièces d'or, donc du coup le machin va coûter plus que les 2 bras.
Après, le reste des équipements, voilà, il n'a pas besoin d'équipement en soi. Chose qui pourrait être intéressante actuellement, c'est peut-être des filets, justement pour lui permettre à lui de... bon, déjà, il va lancer des trucs très très bien. Vous avez également... Alors, je parle des filets, donc pour permettre, par exemple, vous prenez Igoré, vous lancez le filet à une distance tout à fait folle sur le colosse adverse pour qu'il évite de venir vous taper. Et du coup, vous avez un colosse adverse qui est immobilisé. Vous pouvez en profiter pour balancer, du coup, tout ce que vous avez sur le colosse adverse pour le descendre. Ou alors, juste tout seul, Cochinero qui va aller l'assommer à coup de poil à frire. Mais il y a aussi un autre objet, c'est le... dans le livre saison 2, c'est le... comment ça s'appelle? Le rocher pour colosse. C'est un machin que vous pouvez balancer une fois, ça fait des dégâts astronomiques. Mais pourquoi pas de se balader justement avec un Igoré qui a un caillou pour colosse que vous pouvez lancer. Il démarre à 16 au niveau du lancer, c'est clairement très avantageux vu que la difficulté c'est 12 plus le nombre de brasses. Avant ça, vous avez un petit Frankenchon qui lui a mis relance, comme ça en cas d'échec critique, il n'y a pas trop de soucis. Mais vous avez moyen de lui mettre des objets qui sont plutôt intéressants et qui sont plutôt utiles. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour pour les Kintor qui sont sortis jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez trouvé ce Tactica, très long le Tactica d'ailleurs, intéressant et que vous avez peut-être découvert des figurines ou en côté de certaines figurines que vous n'aviez pas pensé. J'espère que ça vous sera utile. Le troisième Tactica, normalement je devrais être avec 2 intervenants, donc ça va beaucoup papoter. N'hésitez pas à laisser sous cette vidéo ou la première, également sur le forum de Briscard, sur le Facebook de Briscard et sur tout autre moyen de me contacter, de laisser vos listes, vos idées de listes. On va débattre de ça dans la partie numéro 3 comme de coutume. Également, si j'ai oublié quelque chose que vous avez envie de partager avec la communauté, des choses que je n'aurais pas dit, que j'aurais oublié ou que j'aurais dit faux également, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous cette vidéo ou sur ce forum Briscard, bref, partout. J'essaierai d'être le plus réactif. Et aussi, n'oubliez pas que sous la vidéo, si vous cliquez sur le petit plus, il y a parfois des informations parce que j'ai dit une bêtise dans la vidéo et du coup je la rectifie là. Donc ça ne sert à rien de m'envoyer 70 messages qui disent tous la même chose. Dès que j'ai l'information comme quoi j'ai dit une bêtise, je mets ça sous la vidéo, donc n'hésitez pas à vérifier avant de m'envoyer un message que ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci de votre compréhension. Merci d'avoir suivi cette vidéo et d'ici à la prochaine fois, eh bien, que les dés soient avec vous.